Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon Télévision. Élection présidentielle du 27 août prochain, nous poursuivons ce soir la série d'émissions débat avec les prétendants à la magistrature suprême. Ce soir, notre invité, Monsieur Dieudonné Milama Mitego, candidat de l'interposition, candidat de la convention de l'interposition. Monsieur Milama, bonsoir et surtout merci d'être avec nous ce soir. Candidat donc à cette élection présidentielle, qui est Monsieur Dieudonné Milama Mitego? Dieudonné Milama Mitego est un membre de la société civile gabonaise. Il est né le 26 avril 1968 à Bitam, dans la province du Wallontem. Il est marié et père de 5 enfants. Dieudonné Milama Mitego a fait ses études primaires dans son village natal à Zabefak, ses études secondaires à Bitam au collège Jésus-Marie, à Mouila au collège Saint-Gabriel et à Libreville au collège Bessieux et ses études supérieures à l'école polytechnique de Massouko à Franceville, c'est dans le Haut-Ogooué. Agro-développeur, Dieudonné Milama Mitego a fait ses classes comme expert consultant au sein de plusieurs entreprises, des institutions nationales et internationales, notamment au sein du groupe OLAM, l'ORAPAC. Au début des années 90, avec d'autres étudiants, il participe à la création et à l'animation de plusieurs groupes de jeunes qui joueront un rôle important dans la vie sociale et politique du Gabon au cours de cette période. Le mouvement Espoir Démocratie, le RJB, le Rassemblement des jeunes bûcherons, le SEG, syndicat des étudiants gabonais, et le CEP, syndicat des élèves du primaire et du secondaire. Depuis 2009, il est président de l'Observatoire national de la démocratie. Il est membre fondateur du mouvement Ça suffit comme ça. Il coordonne aussi une plateforme d'acteurs non étatiques composée d'une 60aine d'associations, d'ONG et de confessions religieuses. Le collectif des organisations de la société civile pour le développement et de la lutte contre la pauvreté. C'est sur l'étiquette de président du collectif des organisations de la société civile pour le développement et la lutte contre la pauvreté qu'il a participé à la mise en place du programme GRAIN. Le 20 juin 2015, au lendemain du décès du leader de l'opposition, André Mbaobam, dont il était très proche, au vu de la situation politique et sécuritaire incendiaire, il a décidé de se lancer dans la politique en déclarant sa candidature à la présidentielle de 2016 et en créant un mouvement citoyen, la Convention nationale de l'interposition. Monsieur Dieudonné Milama Mitego promeut la rupture, la stabilité, le rassemblement et le développement. On vient donc de le voir, Monsieur Milama Mitego, votre engagement politique tout récent, comme en atteste votre parcours, naît du constat de tensions politiques dans notre pays, mais surtout de l'incapacité, vous le dites si bien, de la classe politique à redonner espoir aux Gabonais. Peuplé d'à peine 1 800 000 habitants, le Gabon est considéré comme la marmite du monde, selon vous, et nourrit plus de 60 millions de personnes à travers la planète. Les Gabonais crient famine. Quand venir au Gabon est un projet de vie pour ceux qui sont nés loin d'ici. D'après vous, les valeurs qui ont fondé notre nation et qui ont fait la fierté de notre culture sont bafouées. Vol, crime, mensonge, pour tout dire, le vice est accepté, voire exalté au détriment de la vertu. Votre défi pour cette élection présidentielle, rompre avec le passé et définir les fondements d'un Gabon nouveau. Riche et prospère. Ce Gabon nouveau, pour vous, se décline en 11 engagements, entre autres, modifier la Constitution, remoraliser notre vie publique et politique en privilégiant la méritocratie dans l'occupation des postes de responsabilité, diversifier l'économie en développant les secteurs porteurs comme l'agriculture, la pêche et le bois, mettre en place un programme social basé sur la discrimination positive, promouvoir nos langues et cultures, sans oublier une éducation performante et de qualité. Pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, Martial Tchimida pour les aspects politiques. Martial, bonsoir.
Bonsoir Théophile. Olga Conforte Okinkali pour les aspects sociaux. Bonsoir, et Alain Richard Théophile. Zambazinga pour le volet économique. Bonsoir Alain Richard. Bonsoir Théo. Monsieur Milama Mitogo, vous dites faire partie des promoteurs du projet Graines. On a du mal à comprendre qu'au moment où justement ce projet Graines germe, vous vous présentez à cette élection présidentielle plutôt que de soutenir le candidat qui promeut et met en œuvre ce projet. Qu'en est-il exactement? Je vous remercie. Comme je l'ai signifié, comme vous venez de le dire, je dirige une plateforme importante de la société civile qui, depuis 2014, réfléchit sur la situation socio-économique du Gabon. C'est sur cette base que nous avons constaté que sur 100 jeunes Gabonais qui vont au CP1, il n'y a que 14 qui terminent leurs études avec un diplôme. 86 n'arrivent pas à la fin et se retrouvent souvent sans qualification. À côté de ça, nous avons un pays riche, prospère, de par son climat, de par son sol. Nous avons pensé qu'il était important, avec le déficit que nous avons au niveau alimentaire. Vous savez, le Gabon dépense plus de 400 milliards de francs CFA par an pour nourrir sa population en allant prendre des aliments hors du pays. Le contexte était clair. C'est pour cette raison que j'avais convoqué la société civile pour réfléchir en tenant compte de ces différents aspects. Et nous avons proposé au gouvernement un certain nombre de recommandations que j'ai portées et qui ont abouti au projet Graines. Mais vous savez, tout ne se résume pas au projet Graines, parce que j'ai des choses que je reproche au gouvernement. Vous savez, depuis 2011, en tant que président de l'Observatoire national de la démocratie, nous avons rédigé avec d'autres membres de la société civile un mémorandum sur la crise sociopolitique au Gabon. Ce mémorandum devait nous ramener à une meilleure démocratie et à un état de droit. Mais en face de moi, nous avons trouvé un gouvernement autiste qui n'a pas voulu bouger d'un pouce. Nous avons demandé la tenue d'une conférence nationale, d'un dialogue, pour essayer ensemble de regarder la situation socio-politique et économique du pays. Malheureusement, nous avons eu une fin de non-recevoir. Je pense qu'à côté de cet aspect de développement économique et agricole, il y a d'autres aspects où j'ai été très déçu par le gouvernement. Autrement dit, c'est une candidature réelle plutôt qu'une candidature de diversion. Non. Vous savez, vous avez lu mon parcours. Mon parcours, c'est depuis l'étudiant. Je crois que j'étais avec d'autres étudiants gabonais. Nous étions les premiers qui avons véhiculé dans ce pays la pensée de Pierre Mambédou. On avait déjà conscience de la situation du pays, on était très jeunes. Et comme vous l'avez compris, en 1990, j'ai participé de façon très active à la création des différents mouvements qui ont animé la vie politique au Gabon. Le syndicat des étudiants gabonais, que vous connaissez bien, qui a joué un rôle très important dans les universités. Le rassemblement des jeunes bûcherons, qui a joué un rôle important au sein de ce parti. Le CEPS au niveau du secondaire. Et en plus, depuis 2009, je dirige l'Observatoire national de la démocratie. J'ai participé à plusieurs négociations. J'ai été à Paris avec le feu président André Mbaobam pour à l'Élysée pour discuter de la question de la démocratie au Gabon. Donc je suis resté constant dans ma démarche. Et en 2009, j'étais parmi les premiers j'avais écrit au président Sarkozy pour lui dire, quand il a reconnu l'élection du président Ali Bongo avant que le contentieux ne soit soldé, j'avais attiré l'attention du président Sarkozy qu'il venait de mettre là une fin à l'élection de 2009. Donc je suis constant dans ma démarche, mais je suis un Gabonais. Ça veut dire que la politique ou bien les positions que je peux occuper ne peuvent pas m'empêcher de participer au développement du pays, de réfléchir pour que le Gabon puisse se développer, parce que c'est le Gabon qui m'a envoyé à l'école, et moi, j'ai le devoir de rendre au Gabon ce que le Gabon m'a donné. Cela dit, en guise de transition avec le volet politique dont se charge Martial Tchibinda, remettre le Gabon entre les mains de Dieu est une phrase prononcée par le président Feu Omar Bongo Ondimba en 2007, après 40 ans de pouvoir. Vous promettez de remettre le Gabon dans les mains de Dieu, sitôt élu, si vous l'êtes, au soir du 27 août prochain. Qu'est-ce à dire
Entre les mains de qui, finalement, se trouve le Gabon? Mais le président Bongo, après 40 ans d'exercice de pouvoir, il connaissait mieux le Gabon que chacun de nous. Il sait exactement dans quelles mains se trouve le Gabon aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai eu ma sortie du 20 juin, j'avais comparé le Gabon à la décharge de Mindoubé. C'est-à-dire, le Gabon est peuplé de tout ce que nous avons comme vice. Et le président Bongo lui-même l'avait dit dans son discours que je qualifie de testamentaire 2007, novembre 2007. Il avait condamné la corruption, le tribalisme, le sectarisme, le détournement des deniers publics, les crimes rituels, les crimes économiques. Voyez-vous, dans un pays qui est dans les mains de Dieu, toutes ces choses-là ne peuvent pas exister. Ils les avaient condamnées parce que c'est la démarche politique qu'ils avaient initiée qui a plongé le Gabon dans cette situation. Donc, pour le moment, nous pensons que le Gabon fonctionne à l'envers. Il n'y a pas le mérite. Et je l'ai dit dans mon intro, vous êtes revenu dans votre introduction. Vous prenez le règne de la méritocratie. Je prône pour la remoralisation de la vie politique au Gabon. Vous savez, moi, président, un ministre soupçonné de crimes rituels sera démis de ses fonctions. Moi, président, un ministre soupçonné de corruption sera démis de ses fonctions pour aller répondre de ses actes. Et que faites-vous de la présomption d'innocence? C'est pour cette raison que j'ai eu à mettre. Nous avons eu quelque chose d'extraordinaire quand le président Ali Bongo est arrivé au pouvoir. Je crois qu'un des ministres, ou bien un des dirigeants, je crois, il était à la présidence de la République. Son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet avait été soupçonné de corruption. Il a eu à mettre entre parenthèses son poste. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Et non aller dans le sens où l'impunité continue à exister. Et parce que l'impunité est responsable des vices et responsable de la situation actuelle du Gabon. Nous allons y revenir. Merci Altibida. Monsieur Miloro Mitama, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Je vais prendre la balle au bon. Vous disiez tout à l'heure, s'agissant justement de cet héritage, vous avez dit, je cite, « Dès mon arrivée au pouvoir, je m'engage à solder la face sombre de l'héritage Bongo ». Avant d'aller plus loin, qu'entendez-vous par la face sombre de l'héritage Bongo? La face sombre de l'héritage Bongo, c'est les vices que je viens de citer, mais qui sont dus à l'impunité. Vous savez, il était déjà coutume au Gabon de dire que plus on vole, plus vous gravissez d'échelons. Je l'ai dit, plus on est impliqué dans des pratiques comme des crimes rituels et autres, plus on était considéré. Le voleur est vénéré. Je pense que c'est cette face sombre-là dont je parle. Alors, il faut mettre un terme à cela. Voilà donc la définition faite. Et pour mettre un terme à cela, vous proposez donc un dialogue national. Oui, je propose un dialogue national. Et parce que la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Oui, effectivement, je crois que les Gabonais ont le devoir de savoir, de connaître la vérité. Comment ce pays a été dirigé pendant les 40 dernières années. Nous devons savoir ce qui s'est passé au point de vue social, au point de vue économique, au point de vue culturel. Nous devons savoir qui est responsable de quoi. Il y a tellement de crimes impunis dans ce pays. Il y a tellement de personnes lésées qu'il est important pour réconcilier les Gabonais de se parler. Je crois que quand on sait parler, mettre en place une commission vérité et réconciliation, parce que les gens, les personnes qui sont lésées, il faut qu'ils fassent le deuil d'un certain nombre de situations. Et pourquoi parlez-vous de réconciliation? Réconciliation par rapport à quoi? Les Gabonais ne s'entendent plus depuis cet héritage ou à cause de cet héritage sombre? Regardez le Gabon aujourd'hui. Regardez vous-même le Gabon. Regardez même la classe politique, comment elle se comporte aujourd'hui. Bon, la classe politique, je ne sais pas ce que vous en pensez, la classe politique joue le jeu. Non, je ne pense pas que on ne partage pas les mêmes opinions, on n'a pas la même vision, donc forcément il y a... Je ne crois pas que la question politique au Gabon est une question d'opinion. Je ne pense pas. Quand vous suivez le débat politique au Gabon, ce ne sont pas des idées qui s'opposent. Ce sont des personnes qui s'opposent les unes aux autres. Quand le mensonge... Un exemple? Mais regardez vous-même, je n'ai pas besoin de revenir aux exemples pour citer des gens, mais je posais une question aux gens, à certains, parce que moi j'ai entendu des amis qui sont au pouvoir dire s'ils perdent les élections, que vont-ils devenir? Et actuellement, il y a certains qui sont dans l'opposition qui disent si je perds l'élection, que vais-je
devenir. Ça montre clairement que l'opposition actuelle n'est pas une opposition d'idées, mais une opposition pratiquement qui peut amener le Gabon dans l'embrasement. Vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire finalement que pour beaucoup de candidats qui viennent peut-être proposer leur vision, l'intérêt n'est pas forcément le Gabon, mais des intérêts personnels, d'interpersonnes. Mais les gens qui s'opposent le plus souvent... Est-ce que vous pensez que le débat politique actuel est faux? Moi, je crois que c'est faux. Ce n'est pas un débat. On passe plus de temps à s'insulter, à s'injurer, à calomnier qu'à débattre. Vous êtes d'accord, vous êtes journaliste. Combien de fois les politiques ont présenté ce qu'ils veulent réellement faire du Gabon? On présente, on taxe tel de ceci, tel autre de cela. C'est ce qui se fait. Mais il n'y a pas de débat d'idées. Et c'est ce qui est dangereux. À partir du moment où il n'y a pas de débat d'idées, on refuse même à certaines personnes d'avoir des idées. On refuse même à certaines personnes de pouvoir se positionner. Mais certains pensent, dans ce pays, il y a des personnes qui pensent qu'ils ont, c'est eux qui doivent labelliser. Vous êtes opposant, ils vous labellisent cela. Vous comprenez? Moi, je prends mon exemple. Quand je sors le 20 juin, il y a une cabale médiatique qui est jetée contre ma personne. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que eux qui doivent faire de la politique dans ce pays. Mais si vous êtes rejeté par l'opposition, rejoignez la majorité dans ce cas. Non, je ne suis pas rejeté par l'opposition. Je n'ai pas dit ça. Moi, je ne suis ni de... Je suis clair. Je sors de la société civile. Ni à gauche, ni à Et droite. quel est votre positionnement? Vous êtes quoi? Au centre? Vous êtes centriste? Je dis par rapport à la situation sociopolitique du Gabon. Par rapport à une situation où j'ai vu des acteurs politiques qui se connaissent très bien, parce qu'ils ont géré ensemble, parce qu'ils sont tous comptables de l'héritage Bongo, qui ne s'opposent pas sur des idées, qui ne s'opposent pas sur des idéologies, qui ne s'opposent pas sur la façon de gérer le Gabon, ni sur le projet de société, se battent et vouloir déchirer le Gabon. Est-ce que selon vous, l'héritage Bongo dont vous parliez à l'instant n'est que négatif? Mais j'ai dit la face sombre. Ça veut dire qu'il y a une face reluisante. Il y a une face reluisante. Et c'est plutôt la face sombre qui nous a entraînés dans le gouffre. Mais c'est la face sombre qui nous a entraînés dans le gouffre. Le président Bongo l'a reconnu. Et Ali Bongo, en 2013, est revenu sur les propos en disant que les réformes tardent à se réaliser à cause des lourdeurs. Il est revenu sur les mêmes vices, les mêmes pesanteurs. Vivement que vous mettiez en place alors cette commission vérité et réconciliation. Comment ça va se faire? Comment est-ce que vous comptez? Quelles sont les questions qui seront abordées à l'intérieur? Mais des questions économiques. Vous savez, le président Bongo avait cité les échecs des entreprises publiques. La commission vérité et réconciliation, avec qui? Mais c'est une commission qui regroupe les Gabonais. Les Sud-Africains l'ont fait. Pour pouvoir traiter les différents problèmes que les Gabonais trouvent importants à traiter. Aujourd'hui, vous avez parlé du problème des biens mal acquis. Il faudrait bien que les Gabonais en parlent. Il y a la publicité. Actuellement, on parle des détournements, des rétrocommissions. On parle de tout ce que nous avons eu comme éléphant blanc. On parle des faits tournants. Il est important, ça on parle. Mais personne ne sait qui fait réellement quoi. Mais les Gabonais doivent savoir pourquoi telle route n'a pas été construite. Pourquoi tel dispensaire. Et pourtant, le président Bongo a dit, si chaque 10 francs qui avait été investi pour la route avait été réellement utilisé pour la route, on aurait eu le meilleur système routier d'Afrique. C'est suffisamment grave quand on voit nos routes et quand un président le dit, il est important, le devoir de vérité doit s'imposer à chacun de nous. D'où justement votre proposition par rapport à toute cette impunité, votre proposition modifier la Constitution pour renforcer la démocratie et l'état de droit. Parlant de l'état de droit, la justice que vous comptez assainir. Comment est-ce que vous comptez faire cela? Je vais d'abord parler... Comment faire, vous, Président, pour que la justice soit une justice efficiente? Je vais d'abord revenir sur la démocratie. Nous voulons modifier... Je vais modifier la Constitution d'abord. Vous savez, en 1991, après la conférence nationale, les Gabonais ont élaboré et adopté une Constitution qui limitait le nombre de mandats, qui limitait la durée du mandat présenté à 5 ans, qui permettait l'équilibre institutionnel. Mais depuis 1994, plusieurs modifications constitutionnelles ont vidé notre constitution de son essence démocratique. Aujourd'hui, tous les Gabonais, quand vous parlez de la Cour constitutionnelle, ils vous diront, nous devons
remettre ces institutions à leur niveau. Comment? C'est pour cette raison que ma proposition est claire là-dessus. Oui. Les membres de la Cour constitutionnelle ne seront plus nommés, mais ils seront élus. Par qui? 3 par le corps judiciaire, 3 par les professionnels du droit, 1 par l'opposition, 1 par la majorité et 1 par la société civile. Ils devront avoir au moins 60 ans, un mandat unique. Et après qu'ils aient été élus, le Parlement devrait entériner cette élection à la hauteur de 2/3. Ça permettra à la Cour constitutionnelle d'être indépendante. Vous savez, quand on a un mandat unique de 10 ans, on ne doit rien à personne, on doit rendre compte, on n'a pas peur d'être démis, on n'a pas peur de vouloir revenir. Est-ce à dire, selon vous, qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'est pas indépendante? Vous savez, quand la Cour constitutionnelle aujourd'hui a des grosses difficultés à fonctionner, les 9 membres sont nommés par des présidents d'autres institutions et ils peuvent revenir. Et quand on veut revenir, on peut plaire. Et quand on peut plaire, on peut sortir du cadre dans lequel nous travaillons. Donc nous voulons une Cour constitutionnelle totalement indépendante. C'est la même chose. Vous ne seriez pas là en train de suspecter des personnes hautement assermentées? Ce n'est pas un problème de personne. Je crois que c'est un problème de la manière dont ces personnes ont été nommées, ont été choisies. Je dis qu'une personne qui a une légitimité a beaucoup plus de facilité à être indépendant et à être juste qu'une personne qui, le lendemain, au cours d'un conseil ministre, on peut le démettre. La même chose au niveau du Conseil national de la démocratie, du Conseil national de la communication. Je propose que 3 membres soient élus par le secteur public de la communication, 3 membres par le secteur privé de la communication, 3 membres, dont 1 par la société civile, 1 pour l'opposition, 1 pour la majorité, avec les mêmes critères, validation par le Parlement. Et en plus de ça, 60 ans, un seul mandat de 10 ans. Je crois que ces personnes seront totalement indépendantes parce que personne ne pourra les démettre. D'accord. Alors là, vous étiez au niveau de la Constitution, de la grande institution, la Cour constitutionnelle. Pour la justice? C'est clair. Le Conseil national de la magistrature, suprême de la magistrature, oui. Il va falloir que le président ne soit plus président. Pourquoi? Moi, je veux l'indépendance de la justice. À partir de ce moment, il faut que les personnels de la justice puissent voter, élire leurs propres représentants. Pour jouir d'une certaine indépendance, pour que la justice ne soit plus influencée par le pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est parce que justement ces hauts responsables sont mis là, selon vous, peut-être de façon arbitraire, c'est pour cela que la justice ne fonctionne pas au Gabon? Mais oui, quand on a des parapluies, et quand on a peur de dire certaines choses, je crois qu'on ne peut pas être indépendant. Il faut une justice indépendante. Les Gabonais doivent encore avoir confiance à leur justice. Beaucoup de Gabonais ne veulent pas aller au palais de justice. Ils préfèrent régler les problèmes au quartier. Parce qu'ils vous diront là-bas, ceux qui ont plus d'argent gagnent toujours. Alors, vous pensez, vous, Président, une fois élu, cette modification, c'est-à-dire revoir effectivement la nomination de ces responsables, c'est ce qui va résoudre les problèmes de justice que nous avons aujourd'hui, où on attend toujours les résultats de certaines enquêtes? Il faut un programme important à l'intérieur pour lutter farouchement contre la corruption. C'est pour cette raison que moi, je propose la création du Conseil national de l'éthique, d'une commission nationale de l'éthique. C'est-à-dire une commission que chaque citoyen peut saisir, chaque citoyen qui constate des cas de fraude ou des cas de corruption, et cette commission peut diligenter des enquêtes publiques. Alors, vous avez fait également des propositions par rapport au mandat présidentiel. Vous souhaiteriez le réduire? Oui, le réduire à 5 ans. Et limiter le nombre de mandats? Limiter à 2 mandats. À combien? À 2 mandats, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. De toute manière, on n'aura plus des présidents à vie. Oui, mais pourquoi? Expliquez-nous le côté positif, effectivement, de réduire déjà de 7 à 5 ans et puis de limiter le mandat à 2 fois. Je crois que la fonction, le président de la République a une fonction très lourde. Et les gens l'ont étudié dans le monde aujourd'hui. Je crois que 10 ans en tant que président de la République,
c'est suffisant pour pouvoir apporter à ses compatriotes le bonheur qu'on leur a promis. On n'a pas besoin de 14 ans pour ça. Vous savez, tous les grands pays, même la France qui était à 7 ans, ils ont eu à réduire. Actuellement, le Sénégal le fait. C'est la tendance qui est claire aujourd'hui. En plus de ça, je crois que quand on sait qu'à un moment donné de la vie, on peut quitter ses fonctions, on fait très attention. Parce qu'après, on devient un simple citoyen, comme tous les autres, capable d'être poursuivi par la justice. Donc, on fera attention dans la gestion de la chose publique. Mais si on est sûr qu'il n'y a que la mort qui va vous enlever, les dérives et les vices vont prospérer. Monsieur Milama, vous proposez, dans la refonte de notre Constitution, vous proposez la suppression d'un certain nombre d'institutions, mais paradoxalement, on constate que vous en créez d'autres, à l'instar, autant pour moi, du Conseil national du dialogue social. Alors... Oui, le Conseil national du dialogue social, vous savez, depuis 1990, même vous, ici à la presse, les Gabonais ne travaillent pas. Et nous avons des grèves, je ne sais pas combien de jours dans l'année où nous n'avons pas un secteur paralysé par une grève. Le Conseil national du dialogue social, à partir de ce moment, est une nécessité. Mais nous avons déjà le médiateur de la République. Mais je ne sais pas quel est le rôle du médiateur de la République. Je n'ai jamais ressenti l'impact de cette institution sur quoi que ce soit dans ce pays. Mais le Conseil national... Ce n'est pas un problème d'institution, c'est un problème d'âme. Non, mais moi je dis ceci, le Conseil national n'est pas dans les mains d'une personne. La personne du médiateur de la République est nommée par le président de la République. Or, le Conseil national du dialogue social, c'est un cadre de discussion. Dans ce cadre, on trouve tous les acteurs, les syndicats, le gouvernement, le patronat et les autres ONG, pour discuter des questions importantes du pays, pour régler les problèmes sectoriels, pour éviter d'arriver à des situations de grève. Il faut anticiper. Vous savez, ici, il faut avoir le langage de la vérité. Si le gouvernement est capable de faire quelque chose, le gouvernement doit le montrer aux partenaires. Je pense qu'il faut un dialogue permanent pour essayer d'éradiquer le phénomène de grève au Gabon. On apprend pratiquement plus dans ce pays. Combien de fois dans l'année nous avons des grèves dans les hôpitaux? Combien de décès nous enregistrons à cause de ces grèves? Notre système scolaire est totalement à terre aujourd'hui. Alors, quelles sont les institutions à supprimer? Quelles sont les institutions à reconfigurer? Par exemple, le système bicaméral, vous... Oui, moi je crois que le Gabon n'a pas besoin d'avoir et l'Assemblée nationale et le Sénat. Les Gabonais ne ressentent pas, je crois, l'importance du Sénat. Nous avons commencé à fonctionner ici avec l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas vu la plus-value du Sénat dans le travail que l'Assemblée nationale faisait déjà. Nous pensons que d'ailleurs, au niveau de notre Assemblée nationale, moi je propose la réduction du nombre de députés. De 120 à combien? De 180 à 90. Mais je voudrais revaloriser les privilèges des députés. Vous savez, les députés sont des élus du peuple. Nous devons les respecter. Or, aujourd'hui, de par leur traitement, ils sont pratiquement des mendiants au niveau des cabinets ministériels. Il faudrait redonner le pouvoir et le prestige à cette fonction de député. Mais ce débat a déjà eu lieu. C'est pour cela que leur traitement a été revu à la hausse. Mais moi, je ne crois pas que leur traitement soit vraiment revu à la hauteur de ce qu'ils représentent pour la nation. Le président Bongo, lors d'une déclaration, disait « Je ne comprends pas pourquoi les gens qui sont des directeurs généraux veulent aller à l'Assemblée nationale. » Non, moi, je pense que... Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a du miel quelque part. Mais je ne veux pas voir ce qui est en bas. Moi, je ne suis pas pour voir ce qui est en bas. Moi, je veux regarder ce qui est légal. Il faut renforcer le pouvoir des députés et leurs privilèges. C'est pour ça qu'il faut d'abord, je suis pour supprimer le Sénat et pour diminuer le nombre de députés, pour renforcer les privilèges et puis renforcer les privilèges et le rôle des députés de l'Assemblée nationale au sein de la nation. Vous voulez leur ajouter quel rôle encore, en plus de ce qu'ils font constitutionnellement? Actuellement, il y a certaines responsabilités que le Sénat a. Il faut les remettre aux députés pour faciliter et pour réduire, pour ne pas avoir une institution, à la limite, peut-être qui était là pour caser des amis. Et moi, je pense qu'il faut par contre créer, je l'ai dit, le Haut Conseil des acteurs de la société civile. Parce que vous savez, la société civile joue actuellement un rôle important. Au départ, le Conseil économique et social était une institution réservée à la société civile, mais les politiques l'ont récupéré. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus le rôle du Conseil économique et social. Et je pense qu'il faut mettre en place
pour la gouvernance, le Haut Conseil des acteurs non étatiques, dont le rôle sera de suivi des politiques publiques et l'évaluation. Ça nous permettra d'avoir une visibilité sur comment est géré et utilisé notre argent. Alors, vous êtes un homme d'affaires, l'économie également, vous connaissez. Quelle serait votre politique par rapport justement à la sous-région, le positionnement du Gabon, l'intégration sous-régionale tant attendue? Il faut préparer cette intégration sous-régionale. Je pense que nous ne l'avons pas préparée. Donc le Gabon a eu raison jusqu'alors d'hésiter, nous ne l'avons pas préparé. De faire faux bond. Je crois que nous ne l'avons pas bien préparé. Le Gabon, la Guinée équatoriale, tout dernièrement j'étais en Guinée équatoriale, j'ai vu des très fortes rétentions de ces pays. Nous ne l'avons pas bien préparé, et vous comptez préparer justement cette intégration comment si vous êtes président? Déjà, vous savez, il y a des questions sécuritaires. Vous savez, aujourd'hui, les pays de la sous-région sont dans une situation d'instabilité avec le phénomène de Boko Haram. Certains pays ont aussi des accords, par exemple, avec d'autres pays, des accords qui peuvent ne pas favoriser le Gabon. Vous voulez parler des APE signés dernièrement par le Cameroun? Peut-être le Cameroun, avec certains pays avec lesquels ils partagent un certain nombre d'accords. Des accords qui pourraient ne pas favoriser le Gabon? Oui, parce que nous pouvons avoir, à travers certains pays limitrophes, l'entrée des personnes pas toujours recommandable chez nous. Donc je crois que nos frontières sont encore très fragiles. Il faut renforcer cela. Je crois que nous n'avons pas beaucoup travaillé. Donc vous épousez l'acception de certains Gabonais qui pensent que si on s'ouvrait là maintenant, dans des conditions actuelles, c'est difficile. Le Gabon serait absorbé? Ouais. Dans des conditions actuelles, c'est difficile. Nous devons réfléchir parce que nous ne produisons rien. C'est pour cette raison quand on va revenir dans le domaine économique, parce que l'intégration sous-régionale doit nous amener à avoir un grand marché. Mais nous devons préparer, nous, la part que nous devons verser dans ce marché. Est-ce que finalement, cette intégration dans nos sous-régions ne pêche pas parce que c'est une intégration qui se fait par le haut, le peuple n'y est pas associé? Je crois que c'est une intégration politique, dès le départ. Et d'ailleurs, l'intégration, même africaine, c'est une intégration purement politique. C'est pour cette raison que les peuples ne se retrouvent pas dans l'intégration. C'est une histoire entre chefs d'État qui se discutent entre eux. Quand vous voulez voir qu'est-ce que l'Union africaine, comment est perçue l'Union africaine ici au Gabon, pas grand-chose. Donc, nous avons pris le problème du mauvais côté. Les peuples n'ont pas été associés à cette œuvre. Alors, comment justement susciter l'intéressement du peuple? Mais il faut d'abord, vous savez, dans des zones frontalières, il faut d'abord qu'on commence à voir des projets qui intègrent les différents pays. Nous n'avons pas fait ça. On a parlé souvent de la région des 3 frontières. Dans le nord, oui. Mais nous n'avons pas consolidé des projets qui puissent permettre des échanges entre les populations des différents pays. On crée surtout des situations de psychose entre ces différents pays. Je sais que c'est difficile l'intégration sous-régionale et que les populations ne sont pas très bien préparées pour l'accepter pour le moment. Avec l'intégration, nous entrons de plein pied dans le volet économique avec Alain Richard Zambazinga. Monsieur Milama, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Alors, vous comptez, une fois élu président, vous comptez développer le secteur de la pêche et de l'agriculture avec l'installation de 5000 investisseurs dans le secteur de l'agriculture et 1000 investisseurs dans le secteur de la pêche. Comment allez-vous vous y prendre pour non seulement les détecter, mais aussi les financer? Oui, effectivement, la première chose, c'est que détecter, nous allons les choisir, surtout mettre en place des critères de sélection en place. Ces critères seront techniques. Nous verrons à partir de ces critères ceux qui veulent vraiment faire de l'agriculture. Je crois que ceux qui ont déjà commencé à le faire seront ceux qui vont être les premiers retenus. Parce que nous avons actuellement des agro-industries, nous avons nos petits agriculteurs, mais au milieu, nous n'avons rien. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, il y a plus de 400 milliards de francs CFA que nous sommes obligés de faire sortir du pays, alors que nous pouvons faire tourner cet argent ici, au Gabon. Il y avait de l'agriculture au Gabon. Mais les mécanismes qui soutenaient cette agriculture ont été détruits. Nous allons rebâtir une agriculture en mettant des mécanismes de financement en place et d'encadrement.
il y a des mécanismes de financement de l'agriculture. Alors nous allons... oui, allez-y. Il y a des mécanismes de financement de l'agriculture. Moi, quand j'étais au FIDA, au Fonds international de développement agricole, nous avons expérimenté des méthodes. C'est-à-dire, vous avez une banque, je vais essayer d'expliquer très facilement. Nous avons étudié avec certaines banques en disant, bon, quand vous donnez, parce que c'est difficile de donner de l'argent, les banques on dit on ne prête qu'aux riches. Quand vous prêtez à une personne qui n'a pas de compte, qui n'est pas fonctionnaire, quelle est la possibilité que la personne, c'est-à-dire le pourcentage de non-recouvrement de vos crédits? Nous sommes arrivés à peu près à 30%. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis un fonds subsidiaire qui de 30% du montant du crédit. Donc, pour inciter les banques à pouvoir prêter à ceux qui ne sont pas couverts par un salaire. Et nous avons eu des résultats positifs parce qu'on a donné à des personnes qui n'avaient pas grand-chose. Ce même type de financement, je le mettrai en place pour pouvoir financer des jeunes agriculteurs, pas des petits agriculteurs, mais des agriculteurs qui sont capables d'avoir 100, 200, 300 hectares, des véritables agriculteurs qui peuvent produire pour résorber notre... Ils vont produire alors de façon avec la mécanique? Oui, mécanique. Okay. Nous voulons de l'industrie agricole, pas artisanale. Parce que nous sommes derrière. Il faut rattraper le retard. Nous devons d'abord nourrir les Gabonais, mais aussi chercher à vendre à l'extérieur. Et au niveau de la pêche? Oui, quand vous allez à la pêche, si vous allez au port Molle, vous allez constater que le kilo de poisson pêché au Gabon avoisine actuellement 5 000 francs CFA. Mais nous avons 800 km de côte et nous avons des fleuves à l'intérieur qui sont riches en poissons. C'est ce que je disais, je reviendrai dessus, c'est que le Gabon est la marmite du monde. C'est les Gabonais qui ne voient pas ce qui est à l'intérieur de cette marmite, puisque tout le monde vient s'enrichir chez nous, sauf les Gabonais eux-mêmes. Maintenant, il faut ouvrir les yeux aux Gabonais pour leur montrer les secteurs qui peuvent faire enrichir les Gabonais. Donc, nous allons amener les Gabonais à devenir des pêcheurs. C'est un système, c'est tout un secteur qui est contrôlé par les non-Gabonais. Il faudrait que les Gabonais y arrivent et puissent nous développer pour résorber sérieusement le chômage que nous avons chez nous. Vous pensez que vos prédécesseurs n'y ont pas pensé? Comment faire en sorte que les Gabonais soient intéressés par ce secteur? Vous connaissez l'échec de la fameuse société de pêche du Gabon. Mais je ne parle pas des grandes sociétés, je parle des personnes comme vous et moi, qui vont pêcher, qui seront formés et qui vont vivre de leur industrie ou bien de leur petite société de pêche. Je ne parle pas d'une multinationale ou d'une société para-étatique, parce que nous savons ce qui se passe avec les para-étatiques, détournement de deniers, corruption et pour une mauvaise gestion. Mais nous allons travailler pour avoir une classe d'hommes d'affaires gabonais dans ce secteur qui vont vivre avec le produit de la pêche et qui vont s'enrichir. Mais est-ce que pour cela, Alain Richard, est-ce que pour cela, il ne faut pas... on a entendu ce slogan, mais malheureusement, est-ce que ce n'est pas une réalité? Il ne faudrait pas changer la mentalité des Gabonais? Si oui, comment? Les Gabonais, il faut sensibiliser les Gabonais. Vous savez, les Gabonais, et c'est ce que je reproche au pouvoir, ils ont développé, ils ont accentué et renforcé le fonctionnariat. Les Gabonais pensent que ce sont des fonctionnaires cravatés qui gagnent de l'argent. Non. Tous les vendredis, nous constatons que nous ne pouvons pas acheter un pain. Nous ne pouvons pas faire un telle monnaie. C'est pour ça que les autres disent le Gabon est la marmite du monde. Il faudrait ouvrir les yeux aux Gabonais pour leur montrer voici la richesse. Je le disais. Mais comment ouvrir les yeux? Parce que le débat n'est pas... C'est ça le problème. Comment ouvrir les yeux aux Gabonais? Vous allez voir, moi j'ai fait une étude en 2005. Vous savez, à Momboué, avant 1986, il n'y avait pratiquement pas de femmes gabonaises qui vendaient à Momboué. En 2005, nous avons recensé plus de 5000 Gabonaises qui vendent dans les marchés de Libreville. C'est possible d'avoir des entrepreneurs gabonais. Il faudrait que ça soit une volonté politique et c'est ce que moi je vais faire. Nous aurons la volonté politique. Moi, quand je suis né dans mon village, à Bitam, j'ai trouvé mon père et ses frères étaient agriculteurs. Ils cultivaient le cacao. Certains avaient des voitures, des Mercedes, 1924, des MAN diesel, des Tugroto. Moi, je les ai trouvés, c'était des Gabonais. Ils étaient au village. C'était une certaine bourgeoisie. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas refaire ça avec les Gabonais. Sauf qu'il y a eu un certain nombre de dérives et que l'État
à travailler pour briser cette richesse, cette bourgeoisie qui échappait aux politiques. Ce sont les politiques